Des Sénégalais se noient en Mauritanie, 13 morts ou portés disparus lors du chavirement d'une pirogue remplie de migrants. L'accident s'est produit hier mercredi au large des côtes mauritaniennes. Un an de plus pour la validité des licences de pêche. Les pêcheurs sénégalais libres d'aller pêcher en Mauritanie. Le Sénégal et sa voisine ont pu trouver un accord aussi sur l'annulation de la majorité des amendes infligées à des Sénégalais. Première visite du ministre des Pêches et de l'économie maritime Alioune Ndoye à Saint-Louis. Moins de 3 mois après le meurtre de 2 garçons sur la route de Darou Rahman à Touba, les policiers scientifiques ont effectué une descente sur les lieux. Plusieurs autres prélèvements ont été opérés dans le cadre de l'enquête. Les assurances du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, aucun bon impayé ne va être délivré pour cette présente campagne de commercialisation de l'arachide d'après Moussa Baldé en visite à Tivaouane. Mayacine Mar et Maguette Diop partent à la retraite, c'est sûr et certain selon le ministre des Sports. Matarba ajoute que les directeurs techniques nationaux du football et du basketball vont être remplacés. La page des sports Abdou Diouf Junior, le tour du web by Hassan Diaw. Nous serons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Bonne santé Salimata Aou. La chronique du jeudi Abdoulaye Ndiaye, l'invité du soir Mamoudou Wane, conseiller technique du ministre de l'eau et de l'assainissement. Entretien avec Seydou Nouroubar sur la grève des travailleurs de la SDE, la sénégalaise des eaux. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. À la présentation à la technique Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Rebondissement dans l'affaire des 2 garçons tués sur la route d'Darou Rahman à Touba. La police scientifique était sur les lieux du drame qui s'est produit le 27 septembre dernier. Des prélèvements additionnels ont été effectués et l'enquête est dans sa dernière phase. Marema Diop. 2 mois après la mort de Serigne Baké Touré et Mame Daouda Touré, 2 enfants âgés de 4 et 2 ans retrouvés égorgés à Touba sur la route de Darou Rahman, les éléments du laboratoire de la police scientifique multiplient les allers et retours entre Dakar et Touba. Ce jeudi, la police scientifique était encore sur les lieux du drame pour d'autres prélèvements. C'est la 2e fois qu'ils débarquent sur les lieux au courant de cette semaine. Déjà, lundi dernier, informent nos sources, ils étaient aussi de passage dans la maison des Touré fermée depuis le jour du meurtre, comme pour dire que les enquêteurs ont décidé de l'accélération de la procédure. Même si les auditions des membres de la famille ne sont pas toujours terminées, le père des 2 garçons est sorti de l'hôpital, mais n'a pas pu faire face, pour le moment, aux enquêteurs. 68 jours après le meurtre des 2 garçons au quartier Darou Rahman, le coupable toujours dans la nature. Marema Diop, Touba, RFM. Naufrage d'une pirogue de fortune au large des côtes mauritaniennes. 13 Sénégalais morts ou disparus suite à cette tragédie survenue hier mercredi. Plusieurs migrants clandestins vers l'Europe étaient à bord. Mohamed Diop. Il y avait au total 23 Sénégalais à bord de la pirogue. 13 parmi eux sont morts ou portés disparus, dont les 2 capitaines. Certains de ces Sénégalais venaient de la localité de Karang, près de la frontière avec la Gambie. D'autres résidaient et travaillaient en Gambie, où la pirogue était partie pour rejoindre les côtes espagnoles. Le point de départ était la ville gambienne de Bara. Ce jeudi, le bilan est passé de 58 à 62 morts, après que 4 nouveaux corps sans vie ont été repêchés. Au départ, la pirogue comptait 195 migrants clandestins, dont 13 femmes. Toutes ces femmes de nationalité gambienne ont péri, sauf 2. L'accident est survenu au large de Nouadhibou dans le nord-ouest de la Mauritanie. La pirogue s'est heurtée à un rocher. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Le Sénégal a obtenu de la Mauritanie la prorogation d'1 an des licences de pêche et une annulation de plusieurs amendes. Une révélation du ministre des Pêches et de l'économie maritime lors d'une visite à Saint-Louis. Alioune Ndoye a exhorté les pêcheurs à se conformer aux lois et règlements en vigueur en Mauritanie. Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Pour sa première visite depuis qu'il a été porté à la tête du département de la pêche et de l'économie maritime, le ministre Alioune Ndoye a apporté la bonne nouvelle aux pêcheurs de Ketndara à propos des licences de pêche. Ils ont accepté d'annuler donc le paiement du 3e trimestre qui se rattache à la licence. La plupart des amendes qui étaient en tout cas établies, sauf une nature d'amende qui touche justement au type de pêche
qui sont interdits au niveau de la Mauritanie, mais également d'accepter de proroger ce protocole pour une année à nouveau. À propos de la brèche qui a fait plus de 415 morts depuis son implantation en 2003, le ministre Alioune Ndoye a expliqué que des travaux d'urgence pour le balisage et le dragage vont bientôt démarrer en attendant une grande infrastructure fluvio-maritime qui permettra de sécuriser les pêcheurs. C'est un point critique, la brèche, parce que puis il va falloir beaucoup de surveillance et de discipline pour la traversée de cette brèche-là. Il y a un programme qui va être lancé là. C'est une solution à court et moyen terme. L'État a une ambition beaucoup plus grande pour cette brèche-là et qui réclamera des investissements énormes pour en tout cas rétablir toute cette zone-là du point de vue environnemental, écologique et également d'un passage sécurisé pour les acteurs de la pêche. Le ministre Alioune Ndoye n'a pas manqué d'inviter les acteurs de la pêche à se conformer aux lois et règlements de la Mauritanie pour une bonne coopération de pêche entre les deux pays. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Il est 22h passé de 6 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Guet-Ndar. RFM 94.0, la radio en puissance. Mamadou Amar Ndiol. À la technique, il y a Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Il n'y aura pas de bons impayés. C'est la déclaration faite par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural en visite dans le département de Tivaouane. Moussa Baldé s'est dit confiant quant au déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. 3 jours après l'ouverture des points de collecte sont fonctionnels. La correspondance de Cheikh Anta Diop. Commercialisation de l'arachide Tivaouane en plein dans la campagne. Ils sont venus de tous les villages du département de Tivaouane. Les agriculteurs ont écoulé leurs marchandises au prix fixé par les autorités. Ils affichent tous le sourire après avoir reçu leur argent. Cheikh Fall, Mohamed Diop et Modou Mbaké. Normal. 256 000. Je viens de percevoir 256 000 francs. Cette année, nous avons eu de meilleures récoltes par rapport à l'année dernière. Une tonne 531 kg, 321 510. J'ai produit une tonne 531 kg qui équivaut à 321 510 francs. Le président des opérateurs privés, stockeurs et transporteurs du Sénégal, Modou Fall, de déclarer que tous les points de vente du département de Tivaouane fonctionnent à merveille. Il y a 18 communes. Tous les points de collecte ont démarré. Seuls 3 n'ont pas encore fonctionné. C'est une bonne moyenne. Sur les 18, 3 réunions ont commencé. Le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Baldé, quant à lui, ne doute pas d'un seul instant du bon déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Cette année, nous voudrions que ça se passe comme ça dans tous les points de collecte du Sénégal. Et je suis content de constater que les points de collecte ont commencé à fonctionner. Un sentiment partagé par les producteurs qui invitent l'État à accompagner les opérateurs durant la présente campagne. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Campagne de commercialisation de l'arachide toujours. La région de Kaffrine attend une production de 65 000 tonnes sur les 170 points de collecte opérationnels. En plus, un point de réception secondaire est désormais disponible pour le dépôt des graines. Les précisions d'Omar Ndiaye. Les 174 points de collecte opérationnels qui existent au niveau de la région de Kaffrine pour la campagne de commercialisation actuelle devraient recueillir 65 000 tonnes d'arachide, nous dit le directeur régional du développement rural, Samanda Optal. Nous attendons à avoir 170 à 180 points de collecte opérationnels pour l'arachide d'huilerie. Nous avons aussi 140 porteurs de programmes de semences d'arachide certifiés. Nos objectifs pour la campagne 2019-2020 sont 65 000 tonnes à 70 000 tonnes pour l'arachide d'huilerie et 24 000 tonnes pour les semences certifiées. Mais la nouveauté pour cette campagne, selon le DERDER, c'est surtout la mise à la disposition des opérateurs d'un point de réception secondaire après celui de Kaolack, permettant de stocker les produits sur place. Samanda Outal. Point de réception secondaire ici Kaffrine, c'est à Makunda. Le DERDER informe en outre que des mesures fermes sont prises par l'État qui prévoit des sanctions sévères en cas de bons impayés. Qui est appelé communément les bons, que nous appelons dans notre jargon les dépôts, ne sont plus permis. Donc les opérateurs n'ont pas le droit de constituer des dépôts de graines, donc ils n'ont pas le droit de donner des bons aux producteurs. Ils sont obligés
d'acheter les graines, comptant compter, ou bien d'attendre de pouvoir les acheter. Mais les bons sont formellement interdits. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Les bourses des étudiants vont être payées avant les congés de Noël. Une assurance du directeur des bourses, Lansana Konaté, qui rompt ainsi les rumeurs faisant état d'un paiement des bourses au mois de février prochain. Lansana Konaté au téléphone avec El Hadji Ndati Diop. Il m'est revenu que lors d'une assemblée générale tenue à Saint-Louis, l'information, disons la rumeur selon laquelle les bourses ne seraient payées qu'au mois de février. Alors, par rapport à cette information qui a un peu circulé sur les réseaux sociaux, donc je me devais d'apporter quelques informations. Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir que nous ne sommes pas en retard, parce que l'année dernière, c'est à peu près à pareil moment que nous avons commencé les paiements, donc au mois de décembre. Alors là aussi, je pense qu'on est qu'au début du mois de décembre, donc par conséquent, il n'y a pas beaucoup de retard par rapport à l'année dernière. Alors la principale information que je voulais donc partager, c'est que les services compétents qui travaillent sur la question des paiements et de la gestion des bourses ont tout mis en œuvre pour que le paiement-là puisse intervenir avant les prochaines vacances de Noël. Vous dites avant les congés de Noël, quand est-ce précisément? Ce que les étudiants d'habitude veulent, c'est qu'on leur donne une date exacte, c'est-à-dire quel jour vous serez payé. Évidemment, vous comprendrez que c'est assez difficile de donner une date exacte. Mais ce qu'on peut leur dire, c'est qu'ils seront payés avant d'aller en vacances de Noël. À l'instant, Lansana Konaté, le directeur des bourses. La loi sur les DARA, un enjeu de taille pour la lutte contre la mendicité. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre interministériel de coordination et de suivi de la politique de protection de l'enfant, la Fédération nationale des écoles coraniques et DARA du Sénégal souhaite son application. En conférence de presse ce matin, l'Association des écoles coraniques dénonce l'exploitation des enfants talibés et les abus dont ils sont victimes. Compte rendu Virginie Léontine Sagna. La mendicité des enfants, un problème qui suscite plusieurs réactions, notamment chez certains marabouts qui souhaitent le vote de la loi sur les DARA. Moustapha Allo est le président de la Fédération nationale des écoles coraniques et DARA du Sénégal. Nous avons déjà terminé l'étude avec les ministères, on a tout fait, mais tous les sérines DARA sont d'accord pour qu'on vote cette loi-là, pour qu'on puisse savoir qui est le DARA réel et qui est le DARA. Mais tant qu'on n'a pas voté cette loi-là, chaque fois on a des problèmes, parce que même si l'État voulait aider les DARA, il ne faut pas le faire. Pour venir à bout de ce fléau, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, a mis en place des perspectives afin de lutter contre l'exploitation des enfants talibés, soutient Issa Saka, responsable des projets à l'ONUDC. On a un programme d'assistance technique à l'État du Sénégal pour justement appuyer dans l'élaboration des lois, mais aussi dans la lutte réellement contre ce phénomène-là, qui est un phénomène très complexe, qui a des relents traditionnels et religieux. Un combat pour tous, car la mendicité au Sénégal a atteint des proportions inquiétantes, déclare Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Il ressort des diverses études et analyses, 90% des enfants mendiants passent plus de 5 heures de temps par jour dans la rue, avec un risque élevé de maladies, d'agressions, de violences physiques et morales. Un projet attendu depuis longtemps, la loi sur les DARA, une fois votée et promulguée, va contribuer à booster l'enseignement coranique et à relever le défi de lutte contre la mendicité afin de consolider le respect des droits de l'enfant au Sénégal. Virginie Léontine Sagna, le cri du cœur des femmes de Dara Djolof dans la région de Louga. Elles s'insurgent contre les conditions très difficiles dans la prise en charge médicale afin d'éviter les transferts de malades vers l'hôpital de Louga ou de Linguère. Ces femmes veulent que leur district sanitaire soit équipé avec un bloc pour l'anesthésie. Abraham Polpouy. Réfectionner la route de Louga-Dara pour faciliter les évacuations des malades, une banque de sang pour leur district sanitaire. Telles sont les doléances des femmes de Dara, qui dénoncent le calvaire pour accoucher et les difficultés liées à l'accès aux soins. Mariama Salan. Pour les accouchements, les autorités sanitaires sont obligées de référer vers Louga ou vers Linguère. Et nous savons que la route Louga-Dara n'est pas praticable. C'est une difficulté. L'autre, c'est le district n'a pas de banque de sang. Pour accoucher à Dara, c'est très difficile. Mais pour le docteur Baba Dior Diop,
médecin-chef du centre de santé de Dara Mbayène, le plus important est de doter le bloc du district sanitaire de Dara d'un anesthésiste. On a besoin d'un anesthésiste, donc nous référons beaucoup de patients pour des cas qui peuvent être pris en charge ici. Après avoir offert une ambulance au poste de santé de Mbayène, quartier situé à Dara, Idrissa Samb, président du mouvement DEM, Jolof en marche, invite la communauté à s'investir dans la santé qui doit être l'affaire de tout le monde. Je suis jugé nécessaire d'aider les autorités afin de combler un certain gap qui du reste est très pressant dans toutes les autres régions à l'exception de Dakar. Nous avons essayé d'entrer en contact avec le médecin-chef de région de Louga pour ces interpellations venant des populations de Dara Jolof, mais sans succès. Abraham Paul Pouydara, Radio Futur Média. Mouvement d'humeur ce matin au marché Gueule-Tapée à Dakar. Des commerçants se disent victimes d'une attaque de personnes mal intentionnées et annoncent une plainte à la police avec des brassards rouges. Ils invitent les autorités à se saisir du dossier avant qu'il n'y ait mort d'homme. Papa Balagay. Très remontés et arborant des brassards rouges, les commerçants du marché Gueule-Tapée dénoncent l'agression dont ils ont été victimes hier. Coordonnateur du collectif des commerçants du marché de Gueule-Tapée, Alun Badara Samb annonce une plainte contre les agresseurs et potentiels commanditaires. Des agresseurs sont venus au marché en nous attaquant parce qu'ils sont venus avec un nombre très important, une centaine d'agresseurs. Et ils ont commencé à nous agresser en enlevant nos cantines. C'est pour cela qu'on est réunis ici aujourd'hui. Nous allons bien sûr porter plainte parce que ici, le marché, un commerçant, si tu le trouves au marché, et puis l'agresse de plus, ça c'est autre chose. Nous allons bien sûr porter plainte. Pointant du doigt le maire de la localité, en l'occurrence Ousmane Ndoye, ces derniers ne comptent pas se laisser faire, encore moins quitter les lieux, sans garantie si le marché devait être démoli en entier. On nous a confirmé que c'est le maire Ousmane Ndoye, l'adjoint au maire Babacar Diop, de même que les représentants du courtier qui est ici, le courtier qui dit à chaque fois qu'on l'a vendu tout le marché, ces représentants, ce sont eux qui sont venus avec les nervis. Et hier soir, la nuit. Et même si ce n'est rien, le plus grand danger, c'est de venir la nuit. Près de 4 blessés enregistrés après l'attaque musclée des nervis, le collectif appelle les autorités étatiques à prendre en charge ce dossier avant que l'irréparable ne se produise. Je rappelle qu'au centre de cette polémique, il y a un projet de réhabilitation du marché Gueule-Tapée à coups de milliards de francs CFA. Le responsable du projet avait dit sur nos antennes que le programme doit permettre la modernisation du lieu de commerce. Mouvement d'humeur, ou bien le Sénégal qui accueille le sommet des transformateurs lundi prochain. Occasion pour les jeunes porteurs de projets d'aspirer au financement de la BID, la Banque islamique de développement. 500 millions de dollars, soit plus de 297 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération a rencontré les jeunes venus de plusieurs pays pour échanger avec eux sur les atouts du Sénégal. Compte rendu Makumba Bey. Dans chaque pays, des jeunes portent des projets innovants qui peuvent changer la vie des populations. La BID, Banque islamique de développement, veut financer ces projets. Amadou Hott, ministre de l'économie et du plan. Parmi ces dizaines d'entrepreneurs venus du monde entier, il y a 15 entrepreneurs sénégalais également qui ont été sélectionnés. Donc dans le cadre de cette académie, ils ont pu bénéficier de beaucoup de supports, de beaucoup de cours, d'échanges. Par exemple, comment lever des fonds en tant que société qui est dans l'innovation, surtout qui démarre, une start-up. Comment faire le marketing de ses produits, par exemple, de son entreprise. Sur également comment forger des partenariats. Le Sénégal accueille le sommet de 2019 lundi, mais aucun Sénégalais ne va recevoir un financement cette année. Les porteurs de projets sont appelés à postuler massivement pour être financés ultérieurement. Hayat Sindi, conseillère spéciale du président de la BAD. Nous avons un fonds de 500 millions de dollars. Ce fonds peut représenter une opportunité pour les jeunes ici. Il leur appartient maintenant de la saisir, de développer leurs entreprises et de s'insérer dans la nouvelle économie.
Ici au Sénégal, nous invitons tous les jeunes qui sont détenteurs de projets à s'inscrire pour pouvoir bénéficier d'un financement. Nous travaillons avec 15 d'entre eux et ils ont des projets qui sont très excitants. Nous pensons pouvoir les financer. Le Sénégal veut être parmi les pays les plus attractifs pour le développement des startups et prépare le cadre institutionnel pour compléter son arsenal. Il y a l'incubateur et le guichet de la DER, de même que le parc numérique de Diamniadio. Le président Macky Sall, le président de la BID et Youssou Ndour sont attendus à la cérémonie lundi au CICAD de Diamniadio. Merci beaucoup Macoumba Bey. 22h20. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Mamadou Amar Ndione. RFM Sport. Éventuel limogeage de Mayacine Mar et Maguette Diop, le ministre des Sports fait dans le clair-obscur. Matarba n'a ni confirmé ni infirmé l'information donnée ce jeudi par le quotidien sportif Record. Le ministre des Sports a simplement dit à Oumar Mbow que l'intérêt du sport sénégalais sera mis en avant. Nous l'écoutons. Moi j'ai bien lu le texte, tout est au conditionnel. Donc moi je reste, j'ai du travail à faire et je voudrais aussi que tout le monde sache que le ministre des Sports que je suis, un jour je ne serai plus là. Donc tous ceux qui peuvent occuper un poste, un jour ils ne seront plus là. Ça ne doit pas être un événement d'ailleurs, si ça devrait se faire. Donc je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Quand il faut prendre une décision, il est acté. Je pense que vous n'avez pas encore vu d'arrêter ni autre chose. Mais vous savez, la vue d'une personne, quand on occupe une station, il arrive un moment où les gens doivent partir. C'est pourquoi il y a de la retraite, il y a des prolongations, il y a autre chose et autre chose. Vous n'avez pas été toujours dans vos organes, vous avez quitté, vous avez été muté, tout est possible. Mais l'essentiel, c'est que tous ceux qui peuvent contribuer au développement de notre sport, ils ne doivent pas attendre qu'on les nomme ou bien qu'on ne le nomme pas. Tout le monde devrait venir et accompagner les efforts de l'État et les efforts des différents responsables du sport sénégalais. Le ministre des Sports réagissait au limogeage annoncé des directeurs techniques nationaux Mayacine Mar du football et Maguette Diop du basket. C'était lors du 50e de la CONFEJES, la Confédération des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, en présence de plusieurs de ses collègues de la sous-région. À Free-Foot, à Monastir, les représentants du Sénégal prêts à rugir en Tunisie. L'objectif de l'équipe Corpo du port autonome de Dakar, c'est d'aller très loin dans cette première édition du championnat d'Afrique sport et études, sport et travail plutôt, baptisé à Free-Foot. Mamadou Moustapha Kébé, le capitaine du port, espère même remporter cette compétition. Nous l'écoutons. Nous sommes là depuis 3 jours. Nous avons bien entamé la préparation. Nous faisons 2 séances par jour avec nos entraîneurs. L'équipe vraiment est prête. La confiance, elle est là. Le moral est au beau fixe. Nos adversaires, nous les respectons beaucoup, mais vraiment on a peur de personne. Voilà, on a observé quelques adversaires. Vraiment, ils sont bons, mais on a peur de personne. Nos objectifs, c'est quand même de bien représenter notre pays pour cette compétition. Et vraiment d'essayer aussi de hisser notre drapeau le plus haut possible. Le Sénégal fera face au pays hôte, la Tunisie, un match prévu ce vendredi à 13h. L'Algérie a présenté 4 équipes, le Sénégal une, il s'agit du port autonome de Dakar, 2 pour le Rwanda et une seule pour le Congo. Ces équipes engagées dans l'Afri-Foot représentent des sociétés évoluant dans divers secteurs d'activité et qui touchent beaucoup de métiers. Football en Europe, Arsenal ne shoot plus. Les Gunners ont perdu à domicile face à Brighton, 1-2. C'est encore et encore des difficultés pour ce club d'Arsenal qui, depuis quelque temps, ne shoot plus, comme vous l'avez dit, Amar Ndione. Sheffield a perdu également à domicile face à Newcastle, 0-2. Notez demain, la 17e journée en France, Lille-Brest, Nîmes-Lyon. En Espagne, 16e journée, Villarreal-Atlético Madrid. En Allemagne, 14e journée, Eintracht Francfort contre Hertha Berlin. En Italie, l'AS Rome se déplace sur la pelouse d'Inter de Milan.
Everton se sépare de son entraîneur. Marco Silva a été limogé après le revers contre Liverpool, 5-2. Le derby de la Mersey, c'est le genre de match qu'il ne faut pas perdre de cette façon, surtout quand on est déjà sous la sellette. En effet, Everton est dans la zone rouge. Après 15 journées, les Toffees n'ont pu faire mieux qu'une 18e place au classement de la Première Ligue anglaise. Marco Silva a passé 18 mois à la tête d'Everton. Nous changeons de discipline. Abdou Diouf Junior, karaté, JO 2020. Abdoulahat Sissé poursuit sa quête de points. Le karatéka sénégalais veut participer à un maximum de compétitions. Mais bien évidemment, l'objectif principal, c'est une victoire finale au tournoi de qualification prévu au mois de mai. Fodendao, responsable des sélections du karaté, est avec son poulain pour prendre part à l'Open de Paris. Nous l'écoutons. On est en train de se préparer toujours pour le tournoi de qualification olympique qui sera au mois de mai. Donc c'est une course toujours de fond. On fait des réglages. On essaie de participer au maximum de Karaté League One, c'est-à-dire des compétitions qui nous permettent d'avoir des points. La simple participation aujourd'hui nous permet de prendre des points, c'est toujours ça. Mais aussi de progresser, d'apprendre et puis de mettre des réglages pour être top le jour J. Si on gagne à Madrid ou on gagne dans un Karaté League One, le point de Paris, et qu'on ne gagne pas le tournoi de qualification, ça ne sert à rien parce que l'objectif reste le tournoi de qualification, mais on va se battre, on va continuer ce qu'on appelle la planification, mettre un peu des tournois, poser des cadres, développer le sentiment de progression de l'athlète, Inch'Allah. Et en même temps, on mise sur les jeunes. On avait Bachir Sissé qui vient d'avoir 18 ans. On a tout fait pour qu'il se prenne en charge et participer justement à ce tournoi-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui avance et le travail continue. Karaté toujours, la promotion du Real Defense System se poursuit. La formation des moniteurs a démarré. Des encadreurs marocains se chargent de leur mise en niveau. Une vingtaine de karatékas effectuent des gestes simples mais efficaces pour se défendre contre les agressions. Mamadou Omarba a assisté à leur séance d'entraînement. Reportage. Les futurs moniteurs ont les mêmes t-shirts noirs, physiques et sûrs au rendez-vous. Ils sont une vingtaine à suivre le rythme. Coup de pied et coup de poing dans le vide. Souleymane Badiallo, le président du Real Defense System, essoufflé, explique. Real Defense System, RDS, qui est une nouvelle discipline affiliée à la Fédération sénégalaise de karaté. Et vous voyez là que nous travaillons avec des experts qui sont venus de la France, des franco-marocains, un mélange de jiu-jitsu, de krav maga, de kapap et d'autres disciplines. Cette discipline est surtout importante pour les femmes, des femmes qui sont souvent victimes d'agressions, casquette sur la tête, cheveux bien attachés, aisance dans les mouvements, ndumbefal et ceinture noire de karaté. C'est important surtout pour les femmes, pour se défendre, c'est pas pour se battre, mais juste se défendre par rapport aux personnes, je vais dire, qui veulent te faire du mal, soit dans la rue, une agression. Élancé et calme, Sekou Korea s'est inscrit. Il veut devenir moniteur. C'est une nouvelle discipline et ça nous intéresse beaucoup. Parce que la fois passée, j'ai assisté à ça et je ne m'étais pas inscrit. Et cette fois-ci, je me suis inscrit et c'est bien pour notre sécurité. La formation est certes payante, mais pour le président de cette discipline, la sécurité n'a pas de prix. Mamadou Omarba qui n'a ni pris ni donné de coups, il n'a fait que suivre de loin ces coups simples et efficaces du Real Defense System, une discipline affiliée à la Fédération sénégalaise de karaté. Il a fait le bon choix. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Le tour du web sur RFM. Bye Hassan Diao. Bonsoir et bienvenue. À la une du site du groupe Futur Média igfm.sn, on peut lire « Construction d'un autopont, Yoff crie son désarroi pour 23 mois encore ». Les habitants de cette localité se disent complètement enfermés et isolés par les travaux de ce vaste chantier qui risque de durer 23 mois. Loi de finances pour l'année 2020, le budget du ministère du Tourisme et des Transports aériens arrêté à 21 milliards selon Actusen. Alioune Sarr a défendu son budget devant les députés, lequel va toucher 4 programmes: développement de la sécurité et de la sûreté des transports aériens, développement de l'offre, développement des infrastructures aéroportuaires, gestion et coordination administrative. Seneweb titre Philippe Bonne est l'équivalent de Franck Timis selon le député Mamadou Lamine Diallo. Ce site nous informe que le nom de l'ancien directeur général d'Air Sénégal
mondiale internationale s'est invité au débat à l'Assemblée nationale. Le président du mouvement Teki a fustigé la gestion de l'ancien directeur Philippe Bonne qu'il assimile à Franck Timis. Opération de désencombrement de la capitale, le préfet de Dakar annonce une batterie de mesures pour pérenniser les actions. Un titre à découvrir sur Dakar Actu. Dans la nuit du mercredi au jeudi, les agents du nettoiement encadrés par les forces de l'ordre ont désencombré les coins et recoins de la commune de Dakar Plateau sous la supervision du préfet Aline Badara Samb, nous informe ActuSen. Grève de la faim, Dr Babacar Diop interné à l'infirmerie, nous renseigne Sénégal à sa une. D'après ce site, l'information est de Maître Khourechiba qui fait partie du pool d'avocats de Guy Marius Sagna et compagnie. C'est à travers sa page Facebook qu'il a annoncé que Dr Babacar Diop est interné à l'infirmerie de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Actualité internationale, Emmanuel Macron veut clarifier la situation sur Barkhane et provoque la polémique au Mali et au Burkina Faso, nous informe Jeune Afrique à sa une. Le président français a invité les chefs d'État des pays du G5 Sahel le 16 décembre prochain pour clarifier, selon Jeune Afrique, leur position à l'égard de la présence militaire française dans cet espace. En lieu et place d'une invitation, Mali et Burkina y voient une convocation. Sport pour finir, la réaction de Sadio Mané après son match d'hier qui soutient que le ballon d'or est derrière lui et qu'il se concentre avec son équipe. C'est à lire sur Sport 221. Son absence du podium lors du ballon d'or France Football 2019 a été perçue par certains observateurs comme un scandale. Malgré leurs critiques, cela n'a pas trop duré sur le mental du joueur qui, face à Everton, a fait 2 passes décisives et a inscrit aussi un but. C'est tout pour votre tour du web de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Baya Sandiao. Nous entrons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Quartier vert. La 5e édition de la conférence sur le financement vert s'est tenue à Dakar cette semaine. Cette rencontre est une réponse du Fonds africain de garantie et du Fonds nordique de développement aux défis du changement climatique. Des leaders de la finance durable et de l'écologie assistent à cette conférence internationale dont l'objectif est de fournir aux pays africains une expertise accrue dans la recherche de financement pour le développement sobre en carbone avec la contribution des PME. Suivons le compte-rendu de Oumou Kalsoumli. La limitation des émissions de gaz à effet de serre et de la capacité d'adaptation aux effets des changements climatiques dus aux émissions va engendrer des pertes estimées à environ 12 500 milliards à l'horizon 2035. Pour y faire face, les secteurs des petites et moyennes entreprises doivent s'impliquer davantage dans la technologie verte pour rendre les activités pérennes. Félix Bigpo est le directeur général de African Guarantee Fund. Dire aux entreprises aujourd'hui qui sont, elles, moteurs de la croissance, notamment les PME, que si elles n'intègrent pas les paramètres de changement climatique dans leur modèle d'investissement, dans leur business model, elles ne seront plus là demain. Et si elles ne sont plus là demain, nous, Africains en particulier, on n'aura plus de source de croissance. On n'aura plus d'éléments qui nous permettront demain de pouvoir léguer à nos enfants, à nos jeunes générations, une terre, un environnement, une économie qui leur permet de vivre. Selon le directeur général de African Guarantee Fund, les ressources publiques à elles seules ne sont pas suffisantes face à la diversité et les défis auxquels sont confrontés les États. Pour cela, il est nécessaire d'envisager d'autres sources de financement. Il faut les amener à cela, à ce changement de paradigme et ne pas avoir une mauvaise perception du risque. Pour dire, le risque vert, c'est pour les États. Nous, notre risque, il est ailleurs. Non, le risque vert, c'est notre risque à nous tous. Et les ressources d'État permettent de créer un environnement pour attirer les ressources privées, pour compléter les ressources publiques, pour gérer ce type de financement. Cette 5e conférence sur le financement de la croissance verte en Afrique est une occasion pour les acteurs d'échanger des expériences. Les résultats vont servir à améliorer l'accès des PME au financement en général et en particulier les PME vers la technologie verte. La COP25, conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, s'est ouverte ce lundi à Madrid en Espagne lors de la cérémonie officielle. Des chefs d'État et de gouvernement ont eu à montrer leur engagement politique d'aller dans le sens de la science, à relever les ambitions des pays et montrer les efforts en matière de réduction d'émissions. Pendant 2 semaines, des pays vont négocier les règles d'application des engagements pris en 2015 à Paris pour ralentir le réchauffement.
Sensibilisée sur les aires de patrimoine autochtone communautaire, l'association Kabika porte le combat. À cet effet, un atelier s'est tenu pour l'importance des APAC dans la conservation de la biodiversité et des valeurs culturelles des communautés à la base. André Florent Bassin, secrétaire adjoint de l'association Kabika, que nous écoutons. L'objectif de cet atelier national de sensibilisation est justement de sensibiliser les décideurs politiques sur l'importance des APAC en vue de leur prise en compte et de leur intégration dans la nomenclature des aires protégées au Sénégal. Nous constatons au Sénégal qu'il y a plusieurs types d'aires protégées. Malheureusement, l'absence de synergie d'action entre les APAC et les autres types d'aires protégées constitue une faiblesse dans l'efficacité de la surveillance des ressources. En cas de conflit sur l'exploitation des ressources naturelles entre les comités de surveillance des APAC, qui sont auxiliaires des agents assermentés de l'État au niveau local, et des contrevenants, les autorités judiciaires n'ont aucune base juridique pour trancher les deux conflits. Alors c'est pourquoi nous voulons, à travers cet atelier, sensibiliser les décideurs politiques sur l'importance des APAC en vue de leur intégration de la nomenclature des aires protégées nationales. Marathon budgétaire, le budget 2020 du ministère de l'Environnement et du Développement durable a connu une baisse de 392 226 000 francs CFA. Il s'élève à 25 375 562 000 francs CFA. Ces ressources sont réparties entre 4 programmes. Il s'agit de la lutte contre la déforestation et la dégradation du sol, la conservation de la biodiversité et la gestion des aires marines protégées, mais également la lutte contre les pollutions et les nuisances néfastes des changements climatiques. Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement, il est au micro de Momodou Oumarba. Cette loi 09-2015 a connu des débuts d'application, mais seulement il y a quand même des limites quant au périmètre d'application de cette loi qui n'interdit pas l'essentiel des sachets plastiques qui polluent le plus. C'est la raison pour laquelle son Excellence le Président de la République nous a demandé de proposer un projet de loi modifiant la loi actuelle, abrogeant bien sûr cette loi actuelle, et il y a de cela 3 semaines, ce projet a été adopté en Conseil des ministres et passera très prochainement bien sûr au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse l'adopter. Quartier Vert, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue. Les dents sont placées dans la bouche de façon à constituer un ensemble stable et complémentaire. Cependant, il peut arriver qu'une de ces dents soit absente, créant ainsi un déséquilibre. C'est ce qu'on appelle une perte dentaire. Dr Pape Ibrahima Kamara, dentiste. La perte dentaire, en tant que telle, est le fait de perdre un organe dentaire sur une ou plusieurs arcades. Elle a toujours une prévalence assez élevée dans notre pays, ce qui a trait même aussi avec les problèmes de constipation, de troubles gastriques ou même de changement de régime alimentaire. Elle peut être causée par des caries, une gingivite non soignée provoquant une mobilité de la dent. Et elle est essentiellement causée par des caries, des parodontopathies ou plus précisément des maladies des tissus de soutien de la dent, de traumatismes ou de certaines pathologies générales. Et ces pertes de dents donc causent principalement un grand déficit dans l'alimentation et dans la santé générale de l'individu. En fait, le fait de perdre une ou plusieurs dents peut affecter le potentiel masticatoire et le réduire à 50% d'efficacité. Les symptômes sont reliés à des douleurs ou des malaises divers, tels que des problèmes d'ordre esthétique ou de mastication. Dr Pape Ibrahima Kamara. Leurs conséquences sont de 3 ordres principalement: esthétique, psychosocial et fonctionnel. Disons qu'au niveau local, c'est-à-dire dentaire, il peut s'en suivre des déplacements dentaires, des troubles phonatoires en cas de non-compensation de ces pertes de dents. Et sur le plan général, nous allons insister sur les troubles masticatoires liés à la perte de dents. Qui dit mastication finit forcément par digestion des aliments. Après enlèvement d'une dent, un professionnel envisagera diverses possibilités. Par exemple, un pont dentaire, une couronne ou une prothèse partielle amovible. Pour une meilleure prise en charge, il faut consulter un dentiste 1 à 2 fois par an pour un nettoyage et un examen de routine. C'était tout pour Bonne Santé. RFM, la chronique du jour. La chronique du jeudi porte la signature d'Abdoulaye Ndiaye.
Il est vrai que notre environnement politique sous-régional est subitement envahi par des clameurs de troisième mandat. Il est aussi vrai que de Dakar à Conakry, en passant par Abidjan, les opinions civiles s'agitent et certains opposants ruent sur les brancards, à tort ou à raison. Et si tout cela procédait d'une seule et unique réalité, à savoir l'assurance dans la transmission du pouvoir une fois le terme du dernier mandat atteint par ceux qui gouvernent, simple hypothèse. Surtout que nos pays se vantent de la garantie du système démocratique qui détermine notre mode de dévolution du pouvoir, qui plus est articulé autour d'institutions supposées fortes, des institutions que nul n'a le droit de s'aborder. C'est en cela que nous nous posons la question de savoir, c'est au nombre de combien de victimes de manifestations contre un projet de nouvelle constitution en Guinée qu'il nous faudrait évaluer les intentions prêtées à son président de vouloir passer une troisième fois devant les électeurs. Tout comme on peut se demander, non loin de là en Côte d'Ivoire, si la nécessité de tenter le diable avec l'idée d'un nouveau mandat brandi ces derniers jours par le président sortant. Ne serait-ce pas là une façon d'exposer un pays apaisé avec des performances économiques enviables au risque d'un retour de vieux démons de la division? Ceux qui ont coûté à ce peuple cher à notre sous-région des périodes de vives convulsions. Last but not least, chez nous, un air dénonçant une envie de troisième mandat du pouvoir actuel ne cesse d'être entonné par une opposition dans son rôle. L'argument massue développé par ce même pouvoir est qu'il n'est pas à l'ordre du jour. Mieux, le thème est devenu comme qui dirait une sorte de borderline imposé à ses partisans dans tout élément de langage. C'est dire que ce débat n'est pas prêt de s'estomper et que nous sommes en démocratie et que le principe d'un tel débat ressemble à de l'amphétamine qui la met en éveil pour paraphraser l'autre. Reste qu'aussi légitime que soit une préoccupation face à une tentation de troisième mandat, il y a tout aussi dans notre sous-région l'urgence de réussir dans nos économies solidaires et complémentaires. C'est un défi devant le mal-vivre de beaucoup de nos populations. RFM, l'invité. 22h42, l'invité de RFM Soir, Mamoudou Wane, conseiller technique du ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Il répond aux questions de Seydou Nourouba. Merci à vous, Mme Arnion, à vous qui nous suivez sur la radio Futur Média, à Mamoudou Wane. Merci et bonsoir. Oui, bonsoir, Seydou. Vous avez jusque-là, en tout cas, jugé inacceptable la grève de la SDE qui affecte les populations, que ce soit à Dakar ou en banlieue. Comment avez-vous évalué la situation? Est-ce que vous avez espoir que la grève va bientôt prendre fin et que des solutions idoines seront trouvées? Oui, merci beaucoup, Seydou. Nous suivons la situation d'heure en heure et effectivement, nous espérons que le mot d'ordre de grève sera levé incessamment. Du point de vue de l'État, les discussions sont toujours ouvertes, les négociations sont en cours, des rencontres se tiennent, donc nous pouvons espérer qu'à l'issue de tout cela, nous pouvons retrouver une situation normale où tout se passerait correctement. Parce que comme vous l'avez évoqué, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des perturbations sur le réseau, il y a des actes de vandalisme, de sabotage que nous avons aussi constatés et nous le regrettons. Des actes de vandalisme et de sabotage à quel niveau et où exactement? Un peu partout en dehors de la région de Dakar. Et au niveau de la région de Dakar, par exemple, pour vous donner un exemple, hier, le préfet était obligé de se déplacer personnellement au niveau des Mamelles pour constater qu'effectivement, les vannes, du moins le fort B, étaient fermés. Et il a fallu prendre des mesures draconiennes pour que la situation se rétablisse, avec bien entendu des forces de l'ordre qui étaient présentes. Tout cela pour vous dire que dans certains quartiers, nous constatons ces perturbations-là. Nos amis nous appellent pour nous dire que nous n'avons pas d'eau depuis 2 jours, voire bientôt 3 jours, parce que le mot d'ordre a été renouvelé de 48 heures. Tout cela nous amène à dire qu'il faudrait que ces travailleurs-là reviennent à la raison, les travailleurs de la SDE,
parce que l'État a évolué dans ses positions. Nous étions à 5% pour la SDE et l'État a évolué de 2 points pour finalement leur proposer 7% sur les 10% du secteur. Parce que l'État a été clair. L'État a dit que pour le secteur, nous ne pouvons pas aller au-delà de 10%. Nous avons même pris sur nous de retirer 5% du secteur privé national pour satisfaire les travailleurs du secteur. Et donc, dans ce cadre-là, la position de l'État a évolué. Certes, on peut dire que la position des travailleurs a évolué parce qu'ils réclamaient 15% qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas obtenir. Ils sont revenus à de meilleurs sentiments pour réclamer 10%. Mais aujourd'hui, nous leur demandons encore de faire des efforts parce que... En fait, si on comprend bien, les travailleurs de la SDE veulent à eux seuls les 10%. Tous les 10%. Exactement. Alors que les 10%, c'est pour le secteur, c'est pour l'ONAS, c'est pour la SONES, c'est pour la SDE. Donc finalement, sur les 10%, ils ont 7%. Les 3% qui restent, l'État a décidé de donner 1,5% à la SONES et 1,5% à ONAS. Et pour rappeler l'histoire, lors de la première réforme en 1996, lorsqu'il s'est agi d'intégrer les travailleurs dans le capital, l'État avait donné 5%. Et sur ces 5%-là, les travailleurs de la SDE avaient 3,5%. Donc aujourd'hui, ils ont le double de ce qu'ils avaient obtenu en 1996. Les travailleurs de la SONES, comme de ONAS, n'avaient pas pu participer au capital parce qu'ils n'ont pas pu mobiliser les ressources nécessaires qui les permettraient de participer à ce capital-là. Et donc c'est la SDE qui les a aidés, ces travailleurs-là, pour venir... ils ont racheté ces parts-là pour en 2011 participer dans le capital de la société. Donc, l'État fait des efforts et ça c'est indéniable. Nous ne pouvons pas, pour tout ce qui appartient au secteur, privilégier une partie du secteur et laisser les autres en rade. L'État ne peut pas agir de cette manière-là. Donc nous interpellons les responsables syndicaux de la SDE pour leur demander de revenir à la raison, dans le sens de pouvoir permettre à leurs collègues de la SONES et de l'ONAS de participer comme eux au développement de la gestion de l'eau. Très bien. Nous sommes avec Mamoudou Wane, conseiller technique du ministre de l'eau et de l'assainissement. Mais si chacun tire la couverture de son côté, l'État et les travailleurs de la SDE, est-ce que vous pensez que cette grève n'a pas de fortes chances de se poursuivre? Oui, mais déjà la grève a trop duré parce que les populations souffrent. Et il est de la responsabilité de l'État de prendre des mesures pour que cette situation-là ne perdure plus ou ne perdure pas. Le droit à la grève est un droit reconnu. L'État ne peut pas rester insensible à ces perturbations-là, à cette quasi-pénurie d'eau. Les populations sont en train de ressentir cela et de souffrir. Donc il est de la responsabilité de l'État de prendre des mesures. Mais des mesures fermes ou idoines? Oui, des mesures fermes et idoines. Parce que les deux à la fois. Oui, absolument, parce que la situation l'exige. En tout cas, de ce que nous constatons, de ce que nous ressentons, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai rappelé un peu plus tôt, il y a des quartiers qui commencent à manquer d'eau. Et les gens commencent à souffrir. Donc il ne faudrait pas qu'on prenne en otage ces populations-là. Mais là, les travailleurs de la SDE ont quand même su frapper fort, quoi qu'on dise. Ils ont réussi quand même à un peu s'imposer et à priver les populations d'eau. Mais c'est à leur détriment. Parce que je pense que, comme je l'ai rappelé, le droit de grève est reconnu. Mais on peut exercer son droit sans priver les autres aussi de leur droit à avoir de l'eau. Autrement dit, ils auraient pu faire leur grève, mais sans faire d'actes de vandalisme, sans saboter le réseau, sans fermer des vannes, casser des têtes de vannes, sans obliger les autorités locales à descendre sur le terrain et à rétablir des situations. Ça, c'est inacceptable. Pour un État qui se respecte, on trouve ces actes de vandalisme inacceptables. Absolument. Absolument. Et c'est pourquoi nous interpellons les responsables syndicaux. Et au-delà des responsables syndicaux, les responsables de la SDE. Parce qu'au moment où nous parlons, la SDE gère toujours notre eau. Donc c'est pourquoi il faudrait que la direction
de la SDE trouvent des solutions. Parce que on peut pas, ça ne doit pas être un droit pour une société privée de participer en capital pour en faire une revendication. Parce que nous avons aussi d'autres sociétés dans la place. Mais le fait d'ouvrir et de faire participer les travailleurs dans le capital, de les intéresser à la gestion de la société. Et aujourd'hui même, je peux dire que avec le nouveau repreneur, qu'il soit même représenté dans le conseil d'administration, mais il y a des pas positifs dans le bon sens. Et donc, nous ne sommes pas fermés. Nos informations nous disent que le ministre est en réunion avec le président de la République pour trouver une solution. Est-ce qu'on peut espérer que cette grève prenne fin aujourd'hui ou demain? Mais nous l'espérons. Est-ce que c'est vrai que le ministre a été reçu par le président de la République? Vous avez des informations, mais je ne peux rien confirmer. Ce que je peux simplement dire est que les autorités étatiques sont au courant de cette situation-là, c'est tout à fait normal. Ils reçoivent des informations qui évoluent moment après moment. Nous souhaitons et nous osons espérer que les travailleurs de la SDE vont revenir, ou les syndicats de la SDE vont revenir à de meilleurs sentiments et rétablir cette situation-là qui n'a que trop duré. Force devra toujours rester à la loi et l'État est, comme je l'ai rappelé, obligé de prendre des mesures. Donc nous, les portes sont toujours ouvertes. Nous devons rencontrer les syndicats demain, continuer à discuter et à leur faire comprendre que voilà, il faut qu'ils évoluent encore un peu dans leur position de réclamer les 10% pour eux tout seuls, en laissant en rade d'autres travailleurs du secteur. Parce qu'aujourd'hui, il faut réfléchir secteur, on ne réfléchit pas SDE, on ne réfléchit pas seulement SONES, parce que ce sont tous des éléments du secteur, parce que l'eau potable produite, 80% de l'eau potable produite devient de l'eau usée. Et donc, ces trois éléments de ce secteur-là doivent se parler, combiner et donc réaffirmons notre ouverture et demandons vraiment à ce que cette grève-là, qui n'a que trop duré, cesse. Absolument. Merci à vous, M. Mamoudouane. Merci beaucoup, Seydou. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique du ministre de l'eau et de l'assainissement. Merci à vous, Mme Marnion, je vous rends la parole.